à lui. Donc, j'ai bougé, j'ai chanté, j'ai sauté. Je voulais devenir, et je suis devenue, et il faut devenir, sa partenaire tonique. J'ai accordé mon souffle, ma posture, mon corps, en fait. Puis, j'ai ralenti. Et lui aussi, au bout de la 5e séance. Et c'est en ralentissant le tempo de cet enfant que je stabilise sa fenêtre d'attention. Enfin, cet enfant regarde. Enfin, il me regarde. Il attend. C'est la première fois que son corps ne fuit pas. Il imite. Il invite. C'est la corégulation qui commence. Alors, l'accordage du tonus d'abord, puis l'accordage du regard et du geste, enfin. Et à partir de là, le jeu moteur peut devenir apprentissage. Mais alors, comment on fait? Comment on aide un enfant à transformer cette tempête tonique, ce débordement sensoriel et émotionnel, pour que cela devienne rencontre d'abord, puis apprentissage? Alors, moi, j'ai 3 petites astuces. Donc, la première, c'est la régulation émotionnelle. La deuxième, c'est de repérer l'espace. Et je vous expliquerai ce que j'entends quand on dit repérer l'espace. Et enfin, c'est repérer le temps. Alors, quand on parle de corrégulation, quand moi je parle de corrégulation tonico-émotionnelle, j'ai été un peu piquée des choses. Alors, à Vallon dans un premier temps, à Philippe Brun dans un deuxième temps. Je l'ai mis là, mais comme il va intervenir demain, je vais le laisser expliquer cette petite vignette-là. Voilà, comme ça je gagne un petit peu de temps. En tout cas, l'enjeu, ce que je voulais vous dire, c'est que l'enjeu de la prise en charge précoce, c'est que ça permet d'offrir au moins les 2 premières étapes de cette construction, de cette régulation émotionnelle. Donc, Ilyes, qui a maintenant 6 ans, a atteint les 2 premiers niveaux. Alors, je vous disais régulation tonico-émotionnelle, ça il faut, c'est un des premières actions à faire. Il y a la structuration de l'espace et du temps, parce que l'accordage corporel, le fait qu'on puisse rythmer les actions des enfants, ça n'existe que dans un cadre stable. Alors c'est vrai qu'on le dit tout le temps, mais les enfants que j'accompagne, surtout ceux avec troubles du neurodéveloppement, ont souvent un espace corporel un peu éclaté. Ça veut dire que le corps bouge beaucoup, mais il s'oriente pas. Pas toujours, en tout cas. D'où la nécessité de ce travail, et je crois que c'est ce qui est le plus exigeant dans mon activité, parce qu'il faut être patient, mais c'est extrêmement rigoureux de remettre du sens et des repères au mouvement, à l'action. Il faut organiser l'environnement pour que l'enfant puisse s'y agir, s'y repérer et y anticiper. Alors, il y a plein d'auteurs qui ont expliqué, qui ont montré chacun à leur manière que l'espace structure le geste. Quand j'organise l'espace pour l'enfant, je soutiens son tonus, je soutiens son attention et je lui permets d'être disponible pour interagir. Alors moi, je vous propose une petite topologie qui est simple à mettre en place, parce qu'il faut pas oublier que si on veut que nos actions aillent dans le temps, il faut que les choses qu'on mette en place soient simples à faire. Alors, toujours un espace du mouvement. Alors moi, j'ai mis le tapis parce que chez moi, c'est un tapis, mais ça peut être, mais un espace du mouvement. La mise en mouvement libère le trop-plein tonique et ouvre la porte de l'attention. Un espace que j'appelle du geste structuré. Donc là, pour le coup, c'est l'endroit où la main ou le pied se pose, le regard se fixe et l'enfant va commencer à pouvoir planifier. Et enfin, un troisième espace que j'appelle mon espace de régulation. Alors, ça n'est pas un espace de retrait social. C'est un espace d'abri sensoriel. Il y a une grande différence. Et c'est là que l'enfant va se recentrer, réorganiser son tonus et puis respirer. Alors, à force de répétition, l'espace extérieur va devenir un repère intérieur. L'enfant sait où commence la séance, où elle se poursuit et où elle va se terminer.
Il s'est fait une carte sensorimotrice de l'espace dans lequel on lui demande d'agir et encore plus difficile, d'interagir. Quand l'espace est stable, le corps se stabilise. Et quand le corps se stabilise, eh ben, la pensée peut apparaître. Mais l'espace à lui seul ne suffit pas. Pour apprendre, pour se réguler, pour entrer en relation, l'enfant doit aussi pouvoir se situer dans le temps. Alors pour un enfant, quel qu'il soit, et peut-être encore plus pour un enfant TND, le temps, c'est d'abord une sensation. Ça ne peut pas se réduire à un calendrier ou un time timer ou une montre. De nombreux enfants vivent un temps décousu, donc les actions ne peuvent pas être liées. Donc ils ne savent pas quand commencer ni quand finir. Donc c'est souvent une source de troubles du comportement. Donc structurer le temps, pour moi, ça veut dire rendre les moments lisibles par le corps. Pour commencer, donc j'ai essayé de de trouver une structure temporelle qu'en tout cas que moi j'applique et qui marche pas mal. Je la résume là. Donc il y a 5 temps. Le premier, c'est le temps où on entre, en fait, le rituel d'entrée. Il est très important. Alors, il se trouve que chez nous, ça a été rendu encore plus simple grâce au Covid, parce que maintenant, on demande aux enfants de se déchausser et d'aller se laver les mains tout le temps. Avant, on le faisait pas. Maintenant, on le fait. Et on s'est aperçu, outre le fait qu'on a beaucoup moins de rhume et du gastro, mais que en fait, ça permettait vraiment de faire la transition entre le passage avec les parents, et avec nous. Donc le rituel d'entrée, c'est l'enfant sait que ça commence, c'est un ancrage tonique. Après il y a la mise en mouvement, c'est-à-dire qu'il arrive, donc il fait un peu ce qu'il veut. On transforme la tension motrice en attention disponible. Après il y a le temps de travail. Donc là le geste, on va lui demander quelque chose de plus structuré, de plus organisé. Ensuite il y a toujours une pause régulatrice. Donc c'est un temps d'intégration. Le système neurosensoriel se réorganise, donc ils vont faire ce qu'ils ont à faire, ce qui leur fait du bien. Et où on recommence de nouveau mise en mouvement, temps de travail, ou c'est le rituel de fin. Et donc on range, on définit. En fait, ça dépend du niveau de l'enfant. Hein. Donc on utilise des pictos, on utilise des objets. Mais en tout cas, il y a ce rituel de fin, ce qui permet. Il est très important ce rituel de fin parce qu'il permet les transitions. Alors, il permet les transitions de je m'en vais de chez Isabelle ou de chez l'orthophoniste pour aller retrouver mes parents, mais c'est aussi j'arrête une activité que j'aime beaucoup pour en faire une que j'aime beaucoup moins. Et c'est le même principe. Donc le rituel de fin, il faut vraiment y mettre autant de rigueur que le travail qu'on va demander à faire faire à l'enfant. Donc, quand le temps est structuré, l'enfant ne subit plus puisqu'il peut anticiper. Il peut tolérer la faim, entrer dans les tâches suivantes. Le temps devient un cadre de stabilité émotionnelle et attentionnelle. Donc, vous voyez, moi, j'ai pas été travailler les ressentis des enfants, mais on commence à programmer, on commence à proposer. Et c'est quand on a une stabilité émotionnelle et attentionnelle que peut s'inscrire le travail cognitif, peut s'inscrire la compréhension sociale et les tâches scolaires. Donc actuellement, Ilyes, lui, n'a plus besoin d'être guidé en permanence. Il s'appuie sur sa mémoire sensorimotrice, c'est-à-dire la mémoire des sensations et les mouvements vécus. Il sent les successions, donc forcément, il commence à construire des actions, il a des projets moteurs plus élaborés. Alors j'espère que je vous ai
convaincu, et en tout cas que vous retiendrez, qu'organiser l'espace et le temps, c'est pas une précaution logistique, c'est vraiment une médiation thérapeutique à part entière. Parce que l'organisation de l'espace soutient la régulation posturale et le rythme, le temps, soutient la régulation attentionnelle. Et c'est sur cette base, adaptation tonico-émotionnelle, repérage espace-temps, que le corps peut devenir un outil de repérage, un support de pensée et une base du lien social. Alors on l'a vu, le corps s'apaise, l'émotion trouve son tempo, et là, la magie opère. Le corps devient capable de penser. Alors pas de façon abstraite, hein, avec les mains, avec le rythme, dans l'action. Et ben c'est le moment de vous présenter Baptiste. Alors Baptiste, c'est un corps. Je suis pas bien coordonnée, moi. Donc, Baptiste, c'est un corps en effervescence. Avec lui, on quitte la tempête sensorielle d'Iliès pour aller vers un autre défi, celui de réfléchir en même temps qu'on bouge. Et pour comprendre ce chemin, je vous propose des séquences vidéo venant illustrer les propos qui vont suivre. Alors, dans la première vidéo, dans cette première séquence, vous allez voir comment Baptiste utilise le mouvement pour s'autoréguler. En sautant en cadence sur le trampoline pendant que je chante, il règle son tonus, trouve un rythme stable et utilise le mouvement pour se recentrer. On le voit aussi s'entraîner à inhiber une action. Il doit s'arrêter à mon signal. Et juste après, une grande expiration lui permet de redescendre en tension et de passer vers une activité plus fine au bureau, mes différents espaces. Autrement dit, il va passer d'une régulation motrice à une régulation respiratoire, ce qui va préparer la pensée. C'est exactement ce que Adèle Diamant a montré avec ses équipes, c'est qu'il y a un lien direct entre régulation motrice et développement cognitif. Alors, je vous montre. Ben ouais, ça marche. Donc, je rappuie une deuxième fois. Mon petit lapin a bien vu ça grimpe. Il ne saute plus, ne court plus dans le jardin. Attention, oh, saute, 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 mon petit lapin, chante et embrasse quelqu'un que tu aimes bien. Hop, on bouge plus. Ouf, on se repose. Maintenant, on retourne au travail. Tu viens travailler. La pause est finie. Ah, ça fait du bien, hein? Ça fait du bien? Alors, j'ai un peu raccourci parce qu'il est resté beaucoup plus longtemps, qu'on avait fait plusieurs essais, tout ça, mais bon, j'avais pas le temps de tout vous montrer. Alors, dans cette deuxième séquence, Baptiste ne fait pas que un jeu de cubes. Vous allez voir, il est en train d'organiser son geste. Il compare, il ajuste, il stabilise, il corrige. C'est la coordination fine en action. Avant de proposer les tâches scolaires, plus scolaires, moi je passe toujours par ce travail où le geste, le regard, le tonus, la mémoire et la pensée travaillent ensemble, mais en 3D. Donc vous allez voir comment le corps guide la pensée, vous allez le voir observer, anticiper, placer, corriger. Et tout ça en 3D. Son geste devient ordonné, le rythme devient logique et la main suit un plan.
Donc là, tous ces essais, à chaque fois, la tour tombait. Parce qu'il met des petits, des grands sur des petits. Hein. Donc j'ai fait un petit ralenti pour que vous voyez que, voilà. Et il cherche. Et il va chercher ce dont il a besoin. Combien? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 16, c'est pas 6, 16, 16, 17. Ça fait combien là? Ah, tu recommences tout? Ah, vas-y. Il y en a combien là, Baptiste? T'as oublié? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 12, 13, 14, 15, 16, 16. 17, Oui, 18. Ok. c'est bon? 18, il y en a. Et là, ça fait combien? Ça fait combien avec celui-là? Ça fait combien avec celui-là? 18 plus 1, ça fait 18, 19. Plus 1, ça fait combien avec celui-là? Je fais ça parce que je sais que je vais bientôt attaquer les additions, donc je veux qu'il comprenne le plus 1 qu'il est dans son corps. Donc il faut savoir que c'est un enfant qui est scolarisé à peine 40 minutes par jour, et dans les 40 minutes, il y a la récré. Dans cette quatrième séquence, non, ça on a vu, non, dans cette troisième séquence, ici on va passer à un niveau un peu plus haut, les fonctions exécutives. Cette séquence montre un vrai travail d'inhibition, d'anticipation et de régulation. Baptiste va devoir attendre avant d'agir, ce qui n'est pas un détail pour lui. Pour tenir cette attente, il va utiliser son corps. Alors, il va avoir les pieds, regardez bien, il va avoir les pieds bien ancrés, le buste qui va osciller. Ces petits mouvements, ce ne sont pas des parasites. C'est sa stratégie corporelle pour contrôler l'impulsion et rester connecté à l'objectif. Le mouvement soutient l'inhibition, comme l'a démontré Adèle Diamant. Regardez comment son corps lui permet de maintenir la consigne. Si j'appuie pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et 9, et 10, et 11, 12, 13, 14, Donc il prépare sa main quand même, hein. 15, 16, 17, 18, 19, 19, et comment on disait avant? 19 et demi, 19 un quart, 19 et demi, 19 trois quarts, enfin. Bon. Il y a un petit peu de travail pour l'expression des émotions, mais alors, donc on avait fait 20.
Parce qu'il en avait mis 20, en fait. Alors, dans cette dernière séquence, on va voir la stabilité corporelle devenir un support pour organiser sa pensée. Baptiste va être au bureau, disponible pour comparer, ajuster, vérifier. Il va observer ce qui ne va pas, se corriger, rectifier ses erreurs, chercher la bonne stratégie. Le geste lui permet de raisonner. Il va tracer une direction, suivre un début et une fin, organiser ce qu'il voit, structurer ses idées par sa main, ce qui je vais lui demander d'écrire. On voit très clairement comment il pense en manipulant. Ah, Isabelle. Alors, on voit qu'il tient très mal, mais c'est pas le propos, là. Son stylo. Il n'y a plus la place. Oh. Je regarde. Oui, c'est bon. Wow. Ah non. Ah non, c'est pas bon. Ah non, c'est pas bon. Ah non, c'est pas bon. Ah, come on. Donc, on voit déjà le deuxième carré. Il y a eu la rectification directe. Donc, il n'y a pas forcément besoin de faire des pointillés pour que les enfants arrivent à faire les choses. C'est un carré. Oui, c'est un carré. Non, non, non. Ça va pas. Regarde, ça n'est pas loin. C'est serré. Oui. Oui, c'est un carré. Oui, c'est un carré. Non, non, non. Ça va pas. Voilà. C'est serré. Donc, il change de stratégie. Oui, allez, ça passe. Et comme il ne pense qu'au jaune, qui est son problème, eh ben, il va prendre le jaune. C'est pas la bonne couleur. C'est pas la bonne. C'est pas grave. C'est ça. Ah, tu t'en aperçus. Tu as raison, Baptiste. Donc, ils se sont rapprochés au fur et à mesure. Alors, ça passe ou ça passe pas? Oui. C'est bon? C'est bon, d'accord. Il prend la main. Ça passe? D'accord, c'est bien carré. Ah ouais. Et là, il dit rien parce que c'est pas tout à fait ça. Et donc, il attend, voilà, que je valide. Et je valide parce que ça fait quand même 4 essais. Voilà. Donc, ces 4 situations montrent. C'est parti tout seul. Je ne comprends pas. Ces 4 situations montrent que chez Baptiste, c'est le corps qui ouvre la voie, la porte à la réflexion. Il régule, il organise, il soutient, le corps soutient la pensée. Alors, le mouvement, effectivement, n'est pas un à côté du travail cognitif,
Mais le mouvement n'empêche pas l'attention. Il prépare, il appelle l'attention, il la construit. Mais je ne peux pas vous dire que ça marche tout le temps, parce qu'il y a des jours où tout bascule, des jours où le mouvement part dans tous les sens, où le nom surgit et prend toute la place, où la séance se joue d'abord dans la résistance. Et c'est là que le travail en amont, régulation tonico-émotionnelle, repérage de l'espace et du temps, en fait, prend tout son sens, où tout le socle corporel revient en première ligne. L'opposition, elle n'est pas contre nous, professionnels, adultes, parents, en fait. C'est pour moi un langage qui dit « je n'y arrive plus » et c'est là qu'il faut reprendre le fil. Alors, moi, ces moments d'opposition, je dois dire que quand je les ai, je suis contente. Je les accueille sereinement parce que je sais que c'est une façon que l'enfant me montre ses limites, son socle social, et que ça va être une façon aussi pour moi de revenir sur les choses et de pouvoir faire ce qui est difficile à faire, c'est de réussir à être en accord dans le désaccord. Alors, pour l'aider, je soutiens son corps, je garde le cadre qu'on a déjà vu, je reste tonique, stable, présente. Parfois, ça va être une main sur le dos, ma voix qui ralentit, une respiration qui engage à être un peu plus tranquille. C'est de la régulation tonico-émotionnelle. Hein. D'autres fois, c'est un soutien spatial. Je vais lui remontrer les zones familières où il y a des souvenirs de temps apaisés. Parfois, ça va être un soutien temporel. J'annonce la suite. Je garde la continuité. Je montre le timer pour montrer qu'il reste plus beaucoup de temps dans ce que je lui ai demandé. Je réactive tous les rituels, début, fin, transition. Ces repères redonnent de la prévisibilité, de la sécurité, donc du contrôle. Et puis, il y a le soutien relationnel, interactionnel. Quand il dit non, je maintiens le cadre sans le rompre. Je garde le lien, même à distance. Parce que moi aussi, je lui dis non. Je lui refuse la rupture. C'est pas un non punitif, pour le coup, c'est un non contenant, adressé au comportement, à son comportement, pas à l'enfant. Et la première fois où Baptiste était parti loin du bureau, et quand il est revenu, ça y est, je savais que c'était gagné. Pas parce qu'il avait obéi, hein, mais parce que lui aussi, il avait tenu le lien. Et quand on tient le lien ensemble, le non devient discutable, l'erreur devient supportable et les essais deviennent possibles. Et c'est par les essais et les erreurs qu'on apprend. Donc quand vous voyez quand il l'a refait, c'est parce qu'il y a eu tout ce travail avant que ce garçon peut refaire et refaire, se tromper, sans qu'il y ait des réactions, alors moi je dis tonico-émotionnelles, mais émotionnelles grandes qui font que il se tape la tête, enfin tout ce qu'il faisait quand il est arrivé. Il a appris à rester présent, à s'ajuster, à se corriger. Et pour moi, ça, c'est déjà le début d'une compétence sociale. Alors, il me reste à vous parler de Manon. Alors, il fallait que je vous parle de Manon parce que je m'étais aperçue que je vous avais présenté deux cas d'enfants autistes et que je me disais que le trouble du neurodéveloppement, ça ne se limitait pas qu'aux enfants autistes. Donc, quand elle est arrivée, elle avait 3 ans et demi au cabinet. Elle avait 3 ans et demi. Elle parlait peu. Elle avait tout le temps son pouce dans la bouche. Alors, elle était scolarisée. En classe, les enseignants étaient très inquiets parce qu'il y avait un gros retard de langage, une motricité fine pas du tout fonctionnelle et très peu d'attention. Elle avait du mal à jouer comme les autres. Il n'y avait pas de jeu symbolique. Enfin, il était pauvre. Et elle se fatiguait très, 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 très vite. Alors, elle n'était pas dans le refus
comme Baptiste ou dans la tempête comme sensorielle comme Ilyes. Elle était plutôt dans la dispersion. Et elle n'avait pas tous les mots, pas tous les outils moteurs, mais elle avait vraiment une envie de garder le lien. Donc en fait, elle s'agitait pour tenir le fil de la relation. Et donc là, l'enjeu de la prise en charge psychomotrice, c'était pour Manon de faire de son corps un support pour apprendre. Alors avec elle, toujours le même fil. Je suis pas très originale en fait comme fille, donc toujours je travaille le même fil et que les mêmes garçons, mais appliqué à une autre réalité, parce que la réalité de cet enfant-là, c'est un trouble du développement de la coordination et un trouble du développement intellectuel. Alors, comme elle était très très dispersée, il a fallu travailler tout ce qui était stabilité dans l'environnement. J'hésite à appuyer. Non, c'est bon. Donc, au départ, toujours pareil, des petits parcours, des postures simples, des gestes répétés, on remet du mouvement orienté pour fixer la présence dans l'espace et installer un début de tempo interne. Il fallait que cet enfant se ralentisse. Ensuite, ça a été le temps de la construction avec des modèles, des jeux de la marchande. Alors, je marque des lunettes déformantes. Il faut que je m'arrête là-dessus. Parce qu'en fait, on s'est aperçu avec ma collègue éducatrice, on a un petit jeu et qui s'appelle Miro Bolo, je crois, qui met des lunettes déformantes et mais vraiment ça déforme vraiment. On joue avec ça avec les enfants et on s'est aperçu vraiment c'est pour dessiner. Nous on s'en sert pour faire des petits parcours et on s'est aperçu que les enfants, comme forcément ils voient plus et que ça trouble vraiment, quand on enlève les lunettes, ils sont beaucoup plus attentifs et en fait on a gagné en précision du geste grâce à ces lunettes déformantes. Voilà. Donc elle a eu le droit aussi aux lunettes déformantes. L'idée, c'est je regarde, je planifie, j'agis, je vérifie. On passe du je fais au hasard par j'ai un plan. Donc il y a eu un gros travail d'attention visuelle aussi. Parce que l'attention visuelle, c'est un outil pour guider l'action. Donc il fallait absolument qu'elle puisse être habile dessus. Et elle aussi, il y a eu le jour où le doute apparaît. Un moment très simple. Je lui demande de construire un escalier style l'escalier du Brunet-Lésine. Et en fait, Manon s'est arrêtée, a regardé et elle dit « c'est pas droit ». Pour moi, ça a été une bascule. Pour la première fois, elle ne fait plus pour faire, elle veut bien faire. Elle observe, elle compare, elle corrige. Le doute devient moteur et la vérification va lui demander de mettre en place des stratégies. Alors avec elle, j'ai un peu élargi le travail parce qu'elle n'avait pas d'orthophonie. Donc j'ai un peu élargi le travail, toujours pour travailler en collaboration avec l'école et que cet enfant puisse faire ses apprentissages scolaires. Donc on a travaillé le langage, l'écriture, les sons. Les chiffres se sont faits en mouvement, tout ça avec les mouvements, donc il y a des méthodes particulières. Les chiffres se sont tracés en mouvement, les syllabes se disent avec le corps, c'est la méthode Borel-Mézoni. Sa posture s'est stabilisée, son regard tient, son discours s'organise. Alors ce que Manon nous apprend vraiment, c'est que la régulation corporelle ne sert pas seulement à calmer, elle rend disponible à apprendre et que la conscience de l'erreur, savoir ne pas se tromper, ne n'est pas d'une consigne. C'est pas parce qu'on va dire à un enfant regarde ce que tu fais, tu devrais vérifier tout ça. C'est pas ça. C'est que c'est du plaisir d'ajuster son propre geste que vient la conscience de l'erreur et le doute. Alors si je réunis ces trois histoires, toutes passent par le même chemin. Accordage tonico-émotionnel, structuration espace-temps, organisation du geste. Alors, si on peut trouver des points communs,
la vraie question, en fait, celle qui est la plus importante, parce que ça fait plaisir de voir des enfants qui vont bien dans notre cabinet, mais c'est pas le but. Le but, c'est que, enfin, je dis toujours aux parents, chez nous c'est un laboratoire, on cherche. Quand on a de la chance et beaucoup de travail, on trouve. Mais l'intérêt, c'est que ça aille mieux ailleurs, dans la vraie vie. Alors, comment on fait? Comment on fait? Eh ben moi, je dis qu'il faut s'inspirer de René Pry. Quand il parle de compétences sociales, et faire la même chose avec l'inclusion. C'est-à-dire considérer que l'inclusion, c'est pas un lieu, mais c'est une démarche. C'est une adaptation du contexte d'apprentissage au niveau de développement de l'enfant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire adapter nos actions pour que l'enfant puisse être compétent ici et maintenant. Et ben, quand on structure l'espace, le temps et le rythme, déjà, on facilite non seulement l'enfant, mais aussi le travail des adultes. Alors moi, je retiendrai trois gestes. Des rituels corporels d'entrée et de sortie, des choses que tout le monde peut faire, qui ne demandent pas de spécialité. Donc des rituels corporels d'entrée et de sortie dans l'action qu'on a à faire. Des séquences courtes, une action motrice brève, une micro-pause, une petite tâche cognitive avec que 3 items maximum, avec un planning visuel bien entendu, avec le message implicite qui est « je bouge un peu, je me pose, je pense ». Et travailler aussi le tour de parole corporel. Alors, qu'est-ce que j'entends par ça? C'est que l'inclusion veut dire qu'on met une personne avec d'autres personnes. Et donc, pour ça, il faut absolument qu'on puisse avoir des petits rituels d'alternance, que l'enfant comprenne cette alternance-là. Alors, ça peut se faire de différentes façons. Ça peut se faire au niveau moteur par le jeu, alors tous les jeux de ballon, tous les jeux pour comprendre le à toi, à moi corporellement. Ça peut se faire, et c'est aussi l'importance, parce que j'en ai pas parlé, mais bien entendu, moi j'ai des tableaux de communication partout. Donc ça peut aussi se faire par le pictogramme, parce que le pictogramme, c'est un geste qu'on fait pour montrer le tour de parole, c'est à toi, je t'écoute, je suis là, tu peux me parler. Et la troisième chose, bien entendu, c'est le langage. On n'oublie pas les balises. On sait que le mouvement, ça ouvre l'attention. Donc, on vérifie quand on veut faire un apprentissage à un enfant, dans quel niveau d'attention il se trouve. On aménage. Et pourquoi je voulais faire ce rappel-là? Parce que on est toujours à vouloir à espérer avoir beaucoup de moyens, et des fois on n'en a pas. Et le corps, c'est cet outil universel qui coûte pas cher et qui permet de faire avancer beaucoup d'enfants. Alors certes, il est à disposition, mais j'espère que vous avez compris que ça demande un gros investissement, une grosse dépense d'énergie pour les adultes. Donc, si je devais résumer ce que je viens de vous dire, et ben voilà ma petite boucle vertueuse. Le corps qui s'apaise apprend mieux, le corps qui apprend se relie davantage aux autres, et le corps qui se relie se régule mieux. C'est une boucle vivante à tisser chaque jour dans nos salles, dans les classes, dans les familles, à travers des gestes, des regards, des respirations. C'est universel. Comme je vous disais, c'est peu coûteux en argent, mais très très coûteux en énergie et en pédagogie. Et là, c'est pour finir. Alors, je remercie Google. Je ne sais pas, traduction Even.
Alors, moi, je vous l'ai mis en antillais, hein. Mouvement et Piri, c'est ça le médicament moins nu. Donc, le mouvement et le rire sont les seuls médicaments que j'ai. Merci. Merci pour cette présentation. Alors, on va passer aux questions avant de terminer la journée. Alors, les personnes qui étaient en table